plus en lien avec la gestion de votre patrimoine, ou en tout cas du patrimoine du dirigeant d'entreprise. On va s'intéresser non pas à la cession d'une entreprise, par exemple, ou au volet professionnel de la gestion du patrimoine de ce chef d'entreprise, mais plus au volet privé, à la façon dont on peut gérer son patrimoine et sa fiscalité d'un point de vue plus privé. Pour cela, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Smart Bourse avec Aurélie Alamijon, directrice à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Bonjour Aurélie Alamijon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Donc, vous avez déjà évoqué sur ce plateau des sujets de cession d'entreprise, d'apport-cession ou autre. Là, on va s'intéresser ensemble à la gestion de son patrimoine d'un point de vue privé et notamment d'un point de vue immobilier. Oui. Lorsqu'on effectue des cessions immobilières, lorsqu'on fait des plus-values immobilières, il faut prendre en compte la fiscalité. Comment est-ce qu'on la prend en compte d'abord quand on veut céder une résidence principale ou une résidence secondaire ? Alors, le principe, s'agissant donc d'une plus-value immobilière, c'est une taxation, là on est donc dans le registre des personnes physiques, c'est le principe d'une taxation global à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, j'entends global en ce sens qu'il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, il y a également les prélèvements sociaux. En matière immobilière, peut s'ajouter une contribution supplémentaire qui va grever certaines plus-values immobilières importantes à partir de 50 000 € de plus-value nette imposable. Et puis, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour les personnes, les contribuables qui disposent d'un revenu fiscal de référence important. Après, il y a effectivement des exonérations. Alors, ces exonérations, en fait, elles sont fonction de la nature du bien qui est cédé. Et vous le citiez à l'instant, la résidence principale, par exemple, c'est un actif qui fait l'objet d'une exonération, tant à l'impôt sur le revenu qu'au prélèvement social. Sur les plus-values. Voilà, exactement. Quelle que soit la durée de détention de la résidence principale. Exactement. Ça ne doit pas être confondu avec cette notion de durée de détention que l'on va retrouver sur un fondement distinct. L'exonération en fonction de la durée de détention du bien que l'on cède. Et là, en la matière, il y a encore des subtilités parce qu'en matière immobilière, à la différence d'ailleurs de ce qui se passe s'agissant de la vente, par exemple, de droits sociaux, de titres, de valeurs mobilières, on a un abattement pour durée de détention, un qui va fonctionner s'agissant de l'impôt sur le revenu, et qui permet en gros d'aboutir à une exonération d'impôt sur le revenu au terme de 22 années de détention, et un distinct en matière de prélèvements sociaux, puisqu'on arrive à une exonération au bout de 30 ans de détention. Donc une cadence différente. Et donc un rythme et des abattements qui fonctionnent de façon distincte de ce qui se passe, comme je le disais, donc pour les plus-values sur cession de titres. Là, on est toujours sur un cas de résidence principale ou c'est de manière plus large ? Pardon, oui, effectivement, ça c'est de manière plus large. D'accord, à partir du moment où on détient en fait un bien immobilier via une SCI par exemple. Alors ça peut être un bien qui est d'usage, c'est-à-dire une résidence secondaire, mais ça peut être également un bien que l'on loue, qui est donc à usage locatif. Alors après, vous évoquiez le cas de par exemple d'une société civile. Il est fréquent effectivement qu'un bien soit détenu à l'actif du bilan d'une société civile. Bien sûr, et qu'on soit actionnaire de cette société civile. Exactement, et que ça soit la société civile qui cède, non pas le contribuable personne physique, mais la société civile qui cède l'actif en question. Et alors là, il y a deux choses à distinguer. Il y a le cas des sociétés civiles que l'on rencontre aussi en pratique, qui seraient soumises à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Au régime de l'impôt sur les sociétés. Donc, tout ça à titre privé, on est d'accord. Alors oui, tout à fait. C'est pas incompatible, bien que effectivement le registre de l'IS soit plus connoté, bien évidemment, pour des activités industrielles et commerciales, professionnelles. Mais on peut tout à fait avoir une structure qui est à l'IS et qui cède un actif immobilier. Donc là, la plus-value va être taxée au niveau de la personne morale à l'IS, selon les normes de l'impôt sur les sociétés, avec pour particularité que la plus-value va être... le prix de revient, plus précisément, du bien va être diminué. On va tenir compte des amortissements qui auront été pratiqués tout au long de la durée de la vie de la société. Donc ça va venir majorer la base imposable au taux de l'impôt sur les sociétés. Puis après, derrière, on a une autre problématique, c'est que le produit de la cession va être encapsulé au sein de la société. Donc pour que la personne physique puisse le récupérer, il va falloir derrière, s'agissant d'un résultat distribuable, s'il y a un résultat distribuable, passer par la case de nouveau impôt sur le revenu.
Ah, c'est pas automatique, même si on est Non. actionnaire majoritaire de la SCI et qu'on a vendu tous les biens, on récupère pas automatiquement Voilà. Alors, vous faites sans doute peut-être référence aussi à ce qui se passerait si la structure était à l'impôt sur le revenu. Parce que quand on est en présence de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, une société translucide, une société de personnes, en fait, la société est bien un contribuable, mais l'impôt va être payé par les associés personnes physiques. D'accord. Donc ça, c'est quand la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu et non plus impôt sur les sociétés dont on vient de parler. On passe de l'autre côté. Donc là, après, tout dépend aussi. La société civile détient la résidence principale qui est de l'un des associés personnes physiques, la plus-value qu'elle va réaliser va être exonérée. En revanche, ça va être refonction de la nature du bien finalement. Voilà, vu qu'on est à l'impôt sur le revenu. Voilà. D'accord. Et en revanche, si elle détient par exemple un bien qui fait l'objet d'une location, un immeuble nu loué, bon, on va réaliser une plus-value immobilière et là, on pourra peut-être bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Et donc, la personne physique associée sera assujettie à l'impôt en fonction de la durée de détention qui va être comptabilisée au niveau de la société puisque c'est elle qui vend le bien. Dans ce cas de figure-là. Une précision quand même, effectivement. Alors, il y a résidence principale ou achat immobilier locatif. Et puis, il y a cette résidence qui n'est pas une résidence principale, mais qui est une résidence secondaire. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle est gérée fiscalement, celle-ci ? Ça va être de la même façon avec ce dispositif des abattements pour durée de détention. D'accord. Voilà. Là, il n'y a plus d'exonération. Il n'y a pas d'exonération qui tient à la nature du bien, à la différence de la résidence principale. Mais en fonction de la durée de possession. Plus on la possède, moins on paye d'impôts sur les plus-values. Plus on la détenue longtemps dans son patrimoine, plus on peut prétendre à une exonération en totalité ou en partie au terme de la détention. Alors, effectivement, quand on gère son patrimoine, il y a ces valeurs mobilières ou immobilières dont on vient de parler qu'on détient, on les vend, on peut réaliser des plus-values, on peut réaliser des moins-values aussi, mais là, on parle plus effectivement de plus-values. Et parce que quand il y a des plus-values, il y a une fiscalité associée. Cet impôt, il se paye de la même manière qu'on détienne des valeurs mobilières ou immobilières ? Non, ça va être complètement distinct parce qu'en matière immobilière, l'impôt va être payé concomitamment au moment, à l'époque de la cession, en fait. D'accord. Donc, si je cède en 2022 un actif immobilier, ça va être payé en 2022. En revanche, si à la place d'un actif immobilier, je détiens des valeurs mobilières, par exemple de placement, 2022, je vais acquitter l'impôt sur le revenu l'an prochain, en 2023. D'accord. Et c'est même d'ailleurs un type de revenu qui ne peut pas faire l'objet du prélèvement à la source, par exemple à la différence d'un salaire. Bien sûr. Donc là, c'est quelque chose qu'on paye à partir de l'été, je vais dire, dans mon exemple 2023, voire la fin de l'année en fonction du montant, si le paiement est étalé. Et alors on n'aura pas le temps de détailler s'il est plus intéressant d'avoir une SCI à l'IS ou à l'IR, mais si jamais je reviens sur le sujet de SCI à l'IS, où là on détient des valeurs mobilières d'une société qui détient de l'immobilier, oui. Du coup ça veut dire que même si on a vendu le bien en 2022, on reste soumis à l'impôt sur le revenu en 2023. Alors, dans le cas particulier de la société à l'IS, c'est un petit peu différent parce que là, la société à l'IS va fonctionner en fait comme un écran un petit peu opaque. C'est elle vraiment qui est le contribuable et qui va payer l'impôt sur les sociétés. D'accord. Si ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt dans l'hypothèse où on aurait un résultat distribuable que la personne physique actionnaire souhaiterait appréhender, dans ce cas-là, il faudra qu'elle passe par une distribution de dividendes, par exemple. Bien sûr, pour faire sortir effectivement les capitaux. Pour récupérer le résultat distribuable. Et dans ce cas-là, on sera non pas en présence d'une plus-value, s'agissant d'une distribution de dividendes, mais d'un revenu de capitaux mobiliers. Et donc là, on va rentrer dans tout ce qui est l'univers de la flat tax, donc un dispositif différent de ce qui se passe en matière immobilière, avec une taxation à 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, plus éventuellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux ? Parce que ça c'est effectivement, on a détaillé les cas de figure auxquels on se retrouve confronté quand on a fait une plus-value, mais est-ce qu'on peut préparer, optimiser sa fiscalité en matière de plus-value immobilière ? Alors, l'idée étant de rechercher effectivement, de se poser aussi les bonnes questions au moment où peut-être on acquiert le bien. D'accord. C'est-à-dire structurer, travailler à l'ingénierie de la structuration de l'acquisition. Parce que c'est finalement ce choix-là de départ qui va être déterminant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la première question par exemple, si on interpose déjà, est-ce qu'on acquiert le bien directement ou est-ce qu'on l'acquiert par l'entremise d'une société ? Et si on l'acquiert par l'intermédiaire d'une société, quel va être le régime fiscal de la société ? Parce qu'on a bien vu, on va avoir une fiscalité à la sortie. C'est-à-dire que là, après, on se projette finalement au moment de l'acquisition. Sur la fin. Qui sera, voilà.
et dans un contexte où on ne connaît pas nécessairement au moment de l'acquisition la fiscalité qui sera Bien sûr, parce que celle-ci peut évoluer avec le temps, complètement. Qui sera applicable à la sortie. Donc déjà, réfléchir à ça, c'est très important. Et puis, ne pas hésiter à, évidemment, s'entourer des professionnels avertis pour pouvoir déterminer avec précision le régime fiscal auquel on serait soumis, parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilités, beaucoup de pièges. On n'a pas évoqué, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion quand il y a un démembrement de propriété, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Et ça rejoint finalement l'idée que chaque situation doit être appréhendée de façon sur mesure. Oui, il n'y a pas de façon de faire universelle pour bien optimiser son patrimoine immobilier ou en tout cas la gestion de cette effectivement, une idée très importante, effectivement, bien réfléchir à la structuration du bien. Et puis aussi, parfois, il faut aussi arbitrer entre une proposition de cession qui peut être intéressante avec un prix de cession attractif et puis regarder si en termes de coût fiscal, quel va être ce coût fiscal en fonction de la durée de détention du bien. Parfois, il suffit de quelques mois et on peut passer avec un taux d'abattement un peu plus élevé qui vient réduire ainsi la fiscalité. Merci beaucoup Aurélie Alamijon. Je rappelle que vous êtes directrice à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.